Le film Aniara de Pekka German et Hugo Lilja est un film suédois. C'est surtout la chronique d'un désastre annoncé, celui d'un vaisseau spatial qui, malgré lui, devient un vaisseau interstellaire générationnel. Tout commence par une banale traversée entre la Terre et Mars dans un avenir proche, sans être immédiat, en tout cas dystopique. En effet, le vaisseau doit emmener sa cargaison d'humains qui quittent la Terre, une planète dévastée par les dérèglements climatiques. Ce vaisseau spatial, l'Aniara, qui donne son nom au film, embarque des passagers qui se comptent peut-être en dizaines de milliers. L'Aniara est un vaisseau spatial long et plat, il ressemble à s'y méprendre à un centre commercial qu'on aurait arraché au sol de la Terre. Cette architecture suppose une technologie de contrôle de la gravité qui, si elle n'est peut-être pas impossible, elle n'en demeure pas moins improbable dans l'état actuel des connaissances. En tout cas, à bord, tout est organisé pour offrir aux passagers une expérience inoubliable à destination de leur nouveau lieu de vie, Mars, qui, dans le film, en est au tout début de sa terraformation. En admettant que l'on puisse mettre de côté le constat d'échec qu'est le fait d'avoir abandonné notre planète mère, la capacité de rallier Mars depuis la Terre en 23 jours, 7 heures et 25 minutes, précision glanée dans le film, cette capacité change la place même de l'humanité au sein du système solaire. Ainsi, les passagers de l'Aniara, en partance pour Mars, se retrouvent dans la même situation que les migrants qui, autour des années 1850, quittaient l'Europe à bord des premiers transatlantiques à vapeur. Ceux-ci ralliaient les États-Unis d'Amérique en un peu plus de 2 semaines. Dans cet avenir à l'évidence dystopique, l'humanité a étonnamment réussi à ne pas réduire ses capacités de recherche scientifique et technique. On en a 2 applications, le vaisseau spatial Aniara par la taille et la vitesse qu'il peut atteindre, et l'ascenseur spatial qui, au début du film, permet aux passagers d'accéder à l'Aniara. Mais la traversée Terre-Mars, qui pourtant semble n'être qu'une routine, vire au drame. À l'issue d'un accident inattendu, le vaisseau spatial, privé de ses moteurs, quitte la route qui devait l'emmener vers Mars. Il file alors à la vitesse de 230 400 km/h en direction de la constellation de la Lyre, c'est-à-dire le long d'une trajectoire qui s'élève d'une 60aine de degrés au-dessus du plan de l'écliptique, ce disque que la Terre décrit au cours de sa révolution autour du Soleil. Autant dire que la situation est loin d'être glorieuse. Le vaisseau spatial n'a pas la moindre chance de croiser un corps céleste massif pour tenter de modifier sa trajectoire en jouant à la fronde gravitationnelle et espérer ainsi retourner vers la Terre ou Mars. En effet, toutes les planètes du système solaire gravitent plus ou moins autour du Soleil dans le plan de l'écliptique. À bord de l'Aniara, ne reste qu'une seule solution à cette fraction d'humanité, apprendre à vivre dans l'espace confiné du vaisseau spatial en voyant ses espoirs de retour vers le système solaire s'amenuiser avec les mois, les années puis les décennies qui s'accumulent sans fin. Le commandant de l'Aniara semble convaincu, mais a-t-il un autre choix, qu'équipage et passagers peuvent construire à bord du vaisseau spatial une mini-civilisation. Il énonce cette conviction dans une phrase laconique « On s'est construit notre propre petite planète ». Si les humains de l'Aniara réussissaient à relever l'extraordinaire défi de la survie puis de la vie dans l'espace restreint du vaisseau spatial, ils deviendraient une nouvelle branche de l'humanité. C'est en tout cas l'espoir auquel le commandant s'accroche comme dernier rempart face au chaos et à l'autodestruction. Au fil des années, les passagers de ce radeau de la Méduse spatiale commencent par se tourner vers la nostalgie du monde qu'ils ont laissé derrière eux. Ils sont aidés en cela par une intelligence artificielle, la Mima, qui génère des images terrestres à partir des souvenirs des passagers de l'Aniara. Cependant, cette expérience hors du commun finit par échouer. La Mima, ne supportant plus le désespoir que chaque humain qui vient la voir porte en lui, finit par s'autodétruire, à moins qu'elle ne se suicide. Comme si cette intelligence artificielle, sur le pas de porte de la conscience, était tout autant touchée que les humains de savoir que les images générées ne sont que les souvenirs d'une réalité balayée par l'incapacité de l'humanité à endiguer les dérèglements climatiques. Puis apparaîtront l'ivresse et les commémorations collectives qui tendent vers des cultes idolâtres. Ce sentiment religieux, pendant un temps, semble apporter un peu de réconfort à bord de l'Aniara, et les bacchanales mystiques semblent stimuler la fertilité, même si au final, l'arrivée d'un bébé semble apporter qu'une joie de courte durée. L'espoir renaît avec l'arrivée totalement inattendue d'une sonde de secours en provenance de la Terre. Tous espèrent qu'elle contienne les outils techniques de leur salut collectif, c'est-à-dire le moyen de modifier la trajectoire de l'Aniara pour revenir vers le système solaire.
l'espoir que le commandant avait décidé d'entretenir coûte que coûte, parfois même de manière autoritaire, reprend tout son sens avec l'arrivée de cette sonde. Mais cet espoir ne sera que de courte durée, en effet l'équipage se révèle incapable d'ouvrir cette sonde. En effet, la sonde provient de l'avenir de l'Aniara. Elle est partie des années après que l'Aniara ait perdu le contrôle de sa trajectoire. Elle est dotée d'une vitesse extraordinaire qui lui permet de rattraper le vaisseau, et elle demeure un mystère technologique pour l'équipage, confirmant ainsi que le pire peut toujours se produire, et l'état d'esprit à bord de l'Aniara s'enfonce dans le deuil du retour vers le système solaire. Au travers de toutes ces péripéties, les questions que pose le film reviennent à s'interroger sur ce qui fait l'humanité. Ainsi, suffit-il que des humains soient rassemblés pour qu'il y ait société ? Des prémices de l'humanité à la révolution industrielle, les humains de la Terre n'ont eu de cesse de découvrir la sphère sur laquelle ils habitaient, sans pour autant avoir la conscience des limites des ressources de leur habitat. Le XXe siècle aura été celui de la lente prise de conscience de ces limites. Ce même siècle sera celui aussi de l'agrandissement de l'écosystème humain au-delà de la géosphère, vers l'espace et le système solaire. Cet espace qui peut offrir un nouveau terrain d'épanouissement à une humanité qui, dès qu'elle atteint une frontière, met tout en œuvre pour la traverser, pour la dépasser à la recherche de la prochaine limite. Tant et si bien que les questions auxquelles aujourd'hui l'humanité doit répondre pourraient bien être: au nom de quoi cette expansion permanente? Est-ce une quête insatiable de richesse? À moins que cette expansion ne soit pilotée par un esprit impérialiste pour imposer une politique, un modèle de société? A contrario, l'humanité peut-elle s'imposer de ne pas étendre son influence à ces nouveaux espaces? Et puis est-il réaliste d'envisager ces espaces dans la perspective d'un épanouissement global de l'humanité, sans mercantilisme, sans appropriation? Et au final, l'humanité a-t-elle encore vraiment le choix de son destin, qu'il soit spatial ou non?